Sant Feliu de Guíxols, le retour, avec GPS, 15 cols en VTT. Le profil de la randonnée. L'école sur la carte. Le relevé GPS. Le 27 janvier 2008, au départ de Sant Feliu de Guíxols, je réalisais une boucle censée franchir une dizaine de cols. Mais c'était une autre époque, celle de parcours effectués avec des bouts de cartes téléchargés au hasard d'Internet, celle d'avant le GPS, celle des errements et des incertitudes certaines. 5 ans plus tard, je reviens plein d'usage et raison sur de nouvelles traces corrigeantes et complétant les anciennes. Mon parcours démarre cette fois à la périphérie de la ville, près de la petite route de Pedralta, par laquelle je quitte l'agglomération en quelques tours de manivelle. Le CV étale son goudron jusqu'à un premier objectif inédit, le Coll del Pla de Pedralta. Le circuit alternera divers types d'objectifs. Des cols déjà franchis consciemment, même si certains furent trouvés par hasard. Des cols traversés en 2008 dans l'ignorance de l'époque. Des nouveaux cols, inscrits au catalogue des cols d'Espagne. Des cols d'existence à démontrer ou de position supposée. Alors que le chemin d'accès à Can-Rotliand s'affiche privé, la route poursuit à l'ouest où elle longe le hameau de Pedralta. Des chemins transversaux desservent un habitat clairsemé, Masrigo, prenant ici ou là des noms de rues, Carrer del Ro. Le CV perd soudain son revêtement qu'il retrouve plus loin en mauvais état. Grâce au balisage du GR 92-1, on apprend que le Coll del Pla de Pedralta n'est plus éloigné que de 15 minutes à pied, ou, en sens inverse, du fléchage VTT. L'entrée à Santa Escolastica s'opère par la droite, d'après un panneau baigné, même noyé de soleil. Aussitôt passé l'embranchement du Saint-Lieu, on entre dans l'espace d'intérêt naturel protégé de Catalogne, l'Ardenya, au Decadiretes. Une pente adoucie parvient bientôt au Coll del Pla de Pedralta. Le Coll del Pla de Pedralta permet à un chemin de basculer vers le nord dans l'axe du Torrent del Molinets, que j'accompagnerai plus tard jusqu'à son confluent avec la Riera del Vilar. Mais dans l'immédiat, j'envisage un aller-retour vers un Coll del Vidre affiché sur les cartes exposées aux entrées de l'espace naturel et repris sur divers sites relatifs au GR 92. Une piste grimpe au sud du Coll del Pla de Pedralta sur une chaussée rafistolée pour rester carrossable, au moins jusqu'à l'intersection du chemin d'accès à une réserve d'eau. Au-delà, la voie progresse, K1, Ka, vers un second carrefour où l'on gagnerait à ne pas concentrer son regard sur le seul panorama. Un coup d'œil sur la carte pourrait dissuader de dégringoler péniblement, très péniblement, sous une ligne électrique qui, fait rare en Catalogne, manque de 30 mètres un col. Le Coll del Vidre. C'est à l'intersection précédente, vers laquelle il faut de toute manière revenir, que discrètement le vrai chemin effectue un léger crochet, lui permettant de franchir, en bonne et due forme, le Coll del Vidre. Maintenant, de retour au Coll del Pla de Pedralta, il convient de suivre en descente une piste
de très moyenne facture, qui s'emploient à quitter la Montagna des Cannes Kreichel par le bas. La cotation d'un chemin varie selon le jour et l'heure auquel on le parcourt. Un lendemain d'intempéries sérieuses, la voie présente un aspect plus humide et donc moins roulant qu'en temps ordinaire. La perte d'altitude s'effectue sur une ligne de crête pas toujours apparente et en parallèle du torrent del Molinets. En Espagne, il est fréquent de traverser les ruisseaux à la manière de M. Jourdain pratiquant la prose. Sans les pluies diluviennes de la veille, le franchissement de la Riera del Vilar n'aurait pas nécessité d'avoir à choisir entre une trempette de pieds assurée et les risques d'un plongeon forcé dans des eaux à température de saison. La remontée des chaussettes gravelées dans des chaussures garnies de la même matière incite à remonter aussi, tant que faire se peut, en selle, un GR qui s'en va à l'assaut du versant opposé du cours d'eau sur un parcours zigzagant au travers des costes des Santes Baldiri. Un dernier lacet permet à la piste de prendre la direction du sud où de nouvelles crêtes l'attendent. Cette ascension, longue et difficile, assure la jonction entre le parcours nouveau de la randonnée et la boucle déjà parcourue en 2008. Depuis le départ, je me trouve dans des secteurs qui me sont inconnus. En revanche, j'aperçois maintenant un pylône de la ligne électrique devenue familière, suivi ce matin sous le Coll del Vidre et croisé maintes fois lors de ma précédente virée au départ des Sant Feliu de Guíxols. Le chemin, maintenant au fait de la montagne, fait montre de sa haute position à la plaine environnante, avant de contourner avec humilité un sommet bizarrement nommé Plana Bassarda. C'est à l'opposé des 298 mètres de ce point haut que la piste se rend sans gloire au Coll de la Canoca. Le Coll de la Canoca, ignoré de l'ICC et d'Iberpix, dépourvu de panneaux, mais cité sur le catalogue des cols d'Espagne, se traverse plus qu'il ne se franchit. Il permet au chemin de progresser désormais à l'ouest vers une patte d'oie qui donne à gauche l'opportunité de rejoindre directement le Coll d'en Besso. La voie de droite promet une ascension moins pentue, qui n'engage que ceux qui y croient. La pente, parfois caillouteuse, use les souliers avec une récurrence généralisée à l'ensemble du parcours. Le ciel se fait maintenant plus présent dans le paysage. C'est presque à découvert que la piste parvient au faux Coll del Ceps. J'ai parfaitement souvenir de mon passage en cet endroit en 2008. J'y avais constaté qu'un beau panneau vert mentionnait un col inexistant sur le terrain. Le vrai ou le véritable Coll de Ceps, il y en a tant dans les parages qui se réclament de cette appellation, je viendrai le chercher plus tard, après un aller-retour sous le sommet de Montclar à l'incontesté Collet de Montclar. Panneaux récents, panneaux anciens et diverses cartes reconnaissent la passe et la situent tous en un lieu unique, ici. Lors de mon précédent passage au Collet de Montclar, dans le cadre d'une boucle qui se croyait chargée de me faire tourner en rond, j'avais opéré là un demi-tour. En ces temps anciens, j'ignorais l'implantation proche d'un Collet del Gorja Blanc, méconnu de l'ICC, d'Iberpix et de la signalisation en place. C'est donc une descente de rattrapage que j'effectue aujourd'hui.
Une descente surprenante sur un terrain que je m'attendais à monter. Une descente périlleuse, en ce sens qu'elle est abrupte, et inquiétante dans l'autre, où elle se nommera grimpette. Une descente freinée à la croisée d'un chemin par un pylône de la familière ligne électrique qui coupe le massif à la perpendiculaire des cols. L'endroit offre une vue sur la plaine et sur l'objectif, le Collet del Gorja Blanc, à descendre chercher maintenant par un sentier de chèvres. L'endroit rocailleux offre le siège et mon sac à dos le couvert pour pique-niquer avant d'entamer la plongée sur le Collet des Gorja Blanc. La pénible remontée prend fin au Collet des Montclar. Tout droit, ensuite dans la traversée du faux col de Ceps, la piste s'avance jusqu'au vrai Coll del Ceps, celui de l'ICC, repris par le catalogue des cols d'Espagne. Ce serait faire preuve de mauvaise foi que de dire qu'il n'y a pas de col en ces lieux. Toutefois, sans GPS, il serait pardonnable de manquer d'apercevoir la passe. Avec GPS, il faut s'attarder quelque peu sur place pour en déterminer l'emplacement. La piste poursuit au sud-est pour contourner un mamelon culminant 20 mètres au-dessus du col. La prise d'altitude du chemin est légère, mais suffisante pour offrir un point de vue sur la Méditerranée et bientôt sur le Coll del Ceps. Le Coll del Ceps, resté dans ma mémoire depuis 2008 et qui entre-temps, d'après le catalogue des cols d'Espagne, a pris l'appellation de Coll d'en Beso. Ce col géographique bien marqué est le pendant du Coll del Ceps franchi précédemment. Il encadre le petit sommet contourné par la piste. Deux chemins poursuivent au sud-est vers mes prochains objectifs. Celui de gauche évite de perdre de l'altitude. Il en gagne même, avant d'aborder en descente le Coll des Sant Baldiri. Le Coll des Sant Baldiri, nommé aussi Collet des Sant Baldiri sur un panonceau ancien, suffisamment pourri en 2008 pour y n'exister en 2013, et le Coll de Sant Baldiri d'Iberpix. Il est proche de la chapelle de Sant Baldiri. Le chemin est celui que j'ai parcouru jadis au doigt mouillé en provenance du Coll de la Trencada, mentionné depuis sur le catalogue des cols d'Espagne. Le fléchage directionnel du Coll des Sant Baldiri pointe à l'est le Coll de l'Escorpi, un de mes prochains objectifs. À flanc du Puig des Sant Baldiri, le chemin ignore, à sa gauche, un embranchement ramenant au Coll de la Canoca, et il poursuit tout droit jusqu'à traverser le Coll des Sant Baldiri de l'ICC, repris par le catalogue des cols d'Espagne. Seul un randonneur de peu de foi pourrait douter de ce qu'un col se cache là dans la végétation, ou peut-être, guère plus loin, derrière un talus. Au-delà du très discret Coll des Sant Baldiri bis, le chemin contrecarre le roulage, permettant ainsi aux randonneurs de ne pas manquer l'embranchement d'un sentier balisé qui s'échappe à main droite. Une voie qui, par temps humide, doit faire office de torrent, ce qui dut être le cas ces jours derniers. Du fait, je ne reconnais que de rares passages du sentier qui heureusement s'améliorent à l'approche du Coll de l'Escorpi. Je me demande sur quelle carte, en 2008, j'avais pu trouver le Coll de l'Escorpi. Ni l'ICC, ni Iberpix n'y font référence. Pourtant, la passe connaît une notoriété au moins aussi ancienne que celle d'un de ses panneaux sommitaux.
Le GR ose désormais faire état de sa présence sur une voie devenue moins impraticable et qui aborde sans complexe une nouvelle intersection. À mon dernier passage, je m'étais si longuement interrogé ici que j'avais eu le temps de parcourir les alentours et même de dénicher le menhir d'El Terme Gros. Aujourd'hui, fort de l'expérience et rassuré par la flèche de la boussole du GPS, je n'hésite pas à me glisser sous de futurs obstacles pour dévaler le sentier en vue de la mer. Je sais où mène la voie, et c'est sans surprise que j'aboutis sur la piste carrossable qui invite le GR92 à franchir avec elle le Coll de la Creu del Barraquer. J'ai longtemps pensé que la carte exposée ici m'avait été d'un grand secours lors de mon premier passage en ce lieu. En quittant de Rechef le Coll de la Creu del Barraquer, dans le sens de la flèche pointant la direction du Coll de la Mare de Déu, je m'imagine franchir l'obstacle suivant sur ma lancée, en descente, comme d'ailleurs j'avais cru le faire jadis. Il n'en est rien. Au-delà d'une sorte de réserve d'eau, sur un col géographique que pourquoi pas Iberpix nomme Creu del Barraquer, la flèche de la boussole du GPS m'enjoint de quitter la piste par la gauche pour dévaler un chemin de jonction avec la piste de Casanova. Les roues du VTT ne perdent pas au change, sauf qu'à nouveau, l'électronique exige un coup de guidon vers le chemin dont les qualités restent à découvrir sur ma gauche. Partie plein sud, la voie s'y maintient jusqu'à un cul-de-sac que j'évite en virant à gauche à la première patte d'oie venue. Sans offrir une qualité de roulage exceptionnelle, la chaussée s'avère d'un aspect supérieur à ce qu'en auraient laissé espérer les pointillés de la carte ICC. La remontée au nord-est, direction à ne quitter sous aucun prétexte, s'effectue en descente, sur un itinéraire ignoré par la carte Iberpix. Si la voie hésite entre sentier et chemin, elle s'élargit toutefois au passage du col d'Enromaguer. Signalé par l'ICC, le col d'Enromaguer bénéficie d'un panneau sommital suffisamment familier pour le nommer par son diminutif, Coll Romaguer. Cette partie du parcours redoutée, parce qu'en fin de randonnée, sur la fatigue, sur des traces peu ou pas cartographiées, s'avère être une des moins pénibles pour moi. En effet, le chemin se glisse peu à peu entre le Puig Bada et le Puig Gros. Et il finit par trouver un point de basculement au Collet de la Mare de Déu. Jamais je n'ai mis les roues au Collet de la Mare de Déu, pas plus d'ailleurs qu'au col précédent. Si je devais démontrer l'utilité du GPS pour un chercheur de col, ce serait bien celle-là, celle de franchir les cols là où ils se trouvent, et non pas là où l'on a cru les voir. La signalisation du PRC-101 pointe le Coll des Portes à 17 minutes à pied. L'itinéraire cycliste flèche, dans les mêmes directions, des destinations différentes. Une borne, moins bornée, signale le départ du sentier du Mirador de l'Aguila. Vers le nord-est, un chemin finit de contourner le Puig Bada. Il se fait tout petit pour zigzaguer entre de petits sommets restés anonymes, tout comme deux cols géographiques d'ailleurs, deux cols géographiques successifs. La voie entreprend une descente dans l'axe de la mer. Descente à peine interrompue par un léger faux plat en courbe sur un col géographique. Le chemin tend alors provisoirement à l'est. La voie, bien que défoncée, creusée d'ornières encore humides, reste pour l'essentiel cyclable.
Peu avant de contourner la Rocca dei Cantoni, suivant inconsciemment la signalisation, j'omets avec bonheur de bifurquer à droite en direction du plat des Ses Modegües. Le chemin principal, moins visible sur Google Earth, conduit néanmoins sans problème et en direct au Coll des Portes, qui se situe quelque part entre un panneau sommital canal historique, implanté sur le carrefour d'arrivée, et le panneau sommital officiel, relégué lui à l'intersection suivante. La bretelle d'accès à la D682 se repère à son revêtement. La route des Sant Feliu aussi. En surplomb de la Méditerranée, la D682 commence par monter jusqu'à un col géographique, puis elle plonge vers Cancoy, après la carte, Mascois, selon la boîte aux lettres du propriétaire des lieux. Le bâtiment jouxte un col légèrement de flanc. Le nom du domaine fait-il référence à cette passe routière, auquel cas je me trouverai en présence d'Elcoy? Fait-il plutôt référence au col franchi plus haut? La question reste posée, tout comme le panneau vantant les mérites de Sant Feliu de Guíxols, déjà immortalisé il y a 5 ans. La D682 entre en ville près de la Porta Ferrada. L'arc de Saint-Benoît est une ancienne porte baroque d'un monastère détruit partiellement en 1936. L'abbaye fortifiée a tenu une place importante dans l'histoire de la Catalogne. Ma randonnée ne s'arrête pas devant ces monuments historiques. Il me reste à quitter le centre-ville par la gauche pour remonter à la périphérie, retrouver mon véhicule. Les moyens, désormais en accès libre sur Internet, tels que les cartes en ligne de l'ICC, Guiberpix, Google Earth, le GPS, le catalogue d'école d'Espagne et une expérience accrue, m'ont permis de réaliser cette boucle sans autre difficulté que celle d'avoir à maltraiter plus que de raison ma cheville peu plieuse sur des voies peu cyclables. Ce compte-rendu remplace le précédent de 2008 que je laisse en ligne. La comparaison des deux démontre les bienfaits de la technique mise au service du randonneur, et pas l'inverse. Cette technique ne m'aura pas permis de déterminer la position de tous les cols. Les géographes eux-mêmes se contredisent et les panneaux sommitaux font preuve d'originalité dans leurs emplacements. Mais j'ai pu franchir tous les cols prévus, les vrais, les véritables, les authentiques, sans avoir à en privilégier certains plutôt que d'autres. Sauf les faux cols, bien entendu.